lundi 2 octobre. Yorana, merci de votre fidélité. Voici les titres que nous allons développer ce soir. C'est historique. La France participera aux travaux de la 4e commission de l'ONU. La fin d'un déni pour Moïse Broderson, mais que faut-il attendre de ce rendez-vous annuel institutionnel? Les éclairages de Stéphane Rattino dans un instant. Un vigile supplémentaire et des caméras de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité à l'université. Les moyens sont-ils suffisants pour les étudiants? Se sentent-ils plus en sécurité? Des questions que nous allons poser à notre invité Héréti Besson en direct depuis le campus. Et enfin, elle est de retour pour un nouveau défi. Alexandra Caldas, atteinte de mucoviscidose et greffée des poumons, se lance dans un raid solidaire pour sensibiliser l'opinion sur le don d'organes. C'est un pas qui marquera l'histoire. La France siégera dans l'hémicycle de l'ONU demain, une première depuis 10 ans. Les 41 pétitionnaires du Taveni Huir Atira attendent beaucoup de ces travaux et pour Moïse Broderson, cette avancée marque le début d'un dialogue. Le reportage à New York de nos envoyés spéciaux Lucille Guichet et Heidi Enko. Le président Moïse Broderson, toujours hyper connecté, le confirme lui-même sur ses réseaux sociaux. La France participera à la 4e commission de l'ONU demain. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, l'a annoncé. C'est la première fois depuis 10 ans et la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Moïse Broderson salue la volonté de dialogue. C'est la fin de 10 ans de chaises vides. C'est la fin de 10 ans d'une forme de déni de notre réinscription et c'est, j'espère, le début d'un dialogue constructif. Hasard ou pas, la délégation polynésienne n'a jamais été aussi importante. Des membres du Tavini, de l'église protestante maori, des associations antinucléaires et des élus. Artisan de la réinscription il y a 10 ans, Richard Tuheyava voit aujourd'hui les prémices d'un autre partenariat. Et ces réformes profondes, elles ont lieu dans le cadre d'un processus que nous voulons démarrer à partir de demain. C'est l'objet aussi de la plupart de nos discours. C'est pour lancer un processus onusien clair, multilatéral, et qui permette aussi bien à ceux qui sont pour, mais à ceux qui sont contre l'indépendance, de venir s'exprimer à l'ONU. Oscar Temaru avait obtenu la réinscription il y a 10 ans, le dernier jour de sa mandature à la présidence. 10 ans plus tard, un autre président indépendantiste a rendez-vous avec la France. Il y a eu les élections aussi, hein. On a gagné les législatives, on a gagné les territoriales, nous avons le soutien de la communauté internationale. Qu'on le veuille ou non, nous sommes les interlocuteurs, les seuls. C'est dans cette salle des Nations Unies, ici à New York, que demain les 41 pétitionnaires polynésiens prendront la parole. Et pour la première fois, la France sera là pour les entendre et leur répondre. La 4e commission se réunit donc demain lors de la 78e session. Elle est en charge des questions politiques spéciales et de décolonisation. Alors, qu'attendre de ce rendez-vous institutionnel marqué par la symbolique, le soft power et l'histoire? L'éclairage avec vous, Stéphane Rattino. Oui, on va remonter un petit peu le temps avec l'histoire. On va venir aux origines de l'ONU avec ces 3 hommes. Yalta, c'est la partition du monde tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui, un monde devenu multipolaire. Vous le voyez, Staline, le Premier ministre anglais Churchill, et puis le président américain Roosevelt qui crée, j'allais dire, l'ONU avec la charte des Nations Unies du 26 juin 1945. Et dans cette charte, l'article 73, qui est l'objet de tous les regards ici en Polynésie, parce que c'est lui qui s'intéresse à la question qui est liée au territoire non autonome. Une liste est établie très rapidement dans l'histoire de l'institution. 46-47, eh bien, on travaille, ça phosphore dans l'esprit. Une première liste apparaît, liste des territoires non autonomes, mais il n'y a aucun territoire lié au Pacifique français. Alors, quels sont les critères pour être un territoire non autonome tel que l'ONU le vit encore aujourd'hui? Eh bien, 3 critères principaux, on les a marqués ici sur l'écran. Primauté des habitants, leur souveraineté, leur manière de penser, de décider leur avenir, le respect des cultures, de la langue, bref, une dimension très ethnographique, très ethnique, des réalités sensibles et culturelles du moment, et puis également la propriété et le contrôle des ressources naturelles, y compris les ressources maritimes. On sait que c'est un grand débat ici en Polynésie. Et quelle est la situation dans le Pacifique? Oui, on va regarder un petit peu la situation des 3 territoires français du Pacifique. Wallis et Futuna, référendum en 59,
statut de rattachement à la France en 61. Pas de débat pour l'instant sur la question de l'indépendance. La Calédonie, eh bien, c'est le premier territoire ici qui s'inscrit dans cette liste de l'ONU en 1986. C'était un combat mené d'ailleurs avec Oscar Temaru, mais on l'a dit dans le reportage de Lucide Guichet, eh bien, c'est en 2013 que la Polynésie rejoint cette liste des territoires non autonomes. Et alors la France, qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là? C'est un gouvernement socialiste, le Premier ministre s'appelle Jean-Marc Ayrault, le président est François Hollande. Elle a cette déclaration assez héritée: le droit à l'autodétermination ne peut s'exercer contre la volonté des peuples concernés. Pourquoi cette citation? Il y avait une élection, le camp autonomiste avait remporté l'élection, le pouvoir ici avec la figure du président Gaston Floss. Et très rapidement pour terminer, Stéphane, à quoi la réunion de cette semaine peut servir? Oui, c'est une valse à 3 temps. On a déjà commencé à travailler le dossier. Comité des 24, la responsable des relations internationales du pays a parlé avec les fonctionnaires et les représentants diplomatiques au mois de mai. Demain, commission 4, vous l'avez dit, on prépare un rapport pour la fin de l'année. Alors, à quoi on peut s'attendre? Et c'est là où il faut qu'on se mette d'accord. La mission de cette commission, ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas la commission qui va décider. La volonté, c'est éventuellement de créer un pont, vous allez le voir, bref, de créer un langage commun. Vous le savez, la souveraineté, c'est une notion qui naît en France au XVIIe siècle par Jean Baudin qui avait cette citation: il y a de force et de richesse que d'hommes et de femmes. Merci beaucoup Stéphane Latino. Et à la veille de cette réunion, la communauté de communes des îles Marquises a adressé une lettre ouverte au secrétaire général de l'ONU, au président de la République et au président du pays pour réaffirmer leur vœu de créer une communauté d'archipels. Malgré les rapports et les efforts des pouvoirs publics à travers notamment les plans logement outre-mer, le constat est là, implacable. Les inégalités demeurent profondes et s'expliquent en partie par le contexte spécifique des territoires soumis à des réalités socio-économiques, géographiques et climatiques bien éloignées de celles qui prévalent dans l'Hexagone. À Paris, les élus ultramarins soumettent 40 propositions et 8 axes prioritaires dans un livre blanc remis au ministre délégué. Philippe Vigier insiste, ce qui se fait en France ne sera pas reproduit dans les territoires. Une réponse qui réjouit la ministre en charge du logement, Chantal Gagnon. Écoutez. Monsieur le ministre a précisé plusieurs fois, et l'a répété, que tout ce qui se passait en métropole, on n'allait pas forcément le dupliquer dans les territoires d'outre-mer. Et pour moi, c'est très important parce que notre gouvernement, nous voulons travailler sur une société qui nous ressemble, nous les Polynésiens, et qui nous rassemble. Parce que ça, c'est très important. Alors, dans son discours, donc, il a répété plusieurs fois qu'il respectait les spécificités locales des outre-mer. Et pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est un message fort. Chantal Gagnon, qui a participé à un colloque organisé ce lundi au Sénat pour aborder les questions liées aux problématiques de l'habitat en Outre-mer ainsi que leurs impacts sociaux et sociétaux. Il a réuni les élus d'Outre-mer, les parlementaires et l'État. La Polynésie affiche des taux records de délinquance, notamment en termes de violence intrafamiliale. Ce sont les chiffres d'une étude statistique publiée par le ministère de l'Intérieur. Un bilan qui confirme la nécessité d'ouvrir 2 nouvelles brigades de gendarmerie, dont une spécialisée dans les violences intrafamiliales. Emmanuel Macron l'a confirmé ce lundi. On écoute le président de la République interrogé dans le Lot-et-Garonne. 96 brigades fixes, qui sont en moyenne de 10 effectifs, et tout le reste en brigades mobiles, mais qui permettent de se déployer sur le terrain. Mais il apparaissait que parfois l'élongation de leur zone d'intervention, que l'évolution de la délinquance, que les réductions des dernières décennies avaient fait naître des besoins supplémentaires. Ces nouvelles brigades porteront à 25 le nombre d'unités en Polynésie. La sécurité, justement, une question qui se pose à l'université après l'agression d'un étudiant la semaine dernière dans l'enceinte de l'établissement. Une plainte a été déposée à la gendarmerie, mais comment rendre les lieux plus sûrs? Élément de réponse avec Caroline Fary et Patrick Singh. Ok, tu fais un tour all dispo. Okay. 2 agents de surveillance pour 12 hectares de campus. Difficile d'assurer la sécurité au quotidien des 3000 étudiants d'Otumaoro. Quand l'un part faire sa ronde, l'autre doit rester au poste de surveillance. Si à l'extérieur de l'université, des caméras sont installées par la municipalité, les mouteuils ne peuvent pas intervenir intramuros. Je ne peux pas mettre de mouteuils en permanence à l'intérieur du campus. Ils ont d'autres missions sur les voies publiques communales. Par contre, on opère déjà des rondes, en plus de la surveillance caméra que nous avons au niveau du parking. Les étudiants, eux, ont largement communiqué sur l'agression via les réseaux sociaux et les hypothèses se rejoignent.
Ça peut être aussi les gens en fait, qui habitent juste en haut, parce qu'avant d'aller vers l'escalier, en fait, il y a des maisons et souvent il y a des jeunes qui ne traînent pas là. Et je pense que c'est surtout des gens défavorisés, je pense, qui ont besoin d'argent et qui veulent rien payer pour le coup. Et c'est surtout aussi pour les nouveaux. Il faut qu'ils fassent attention parce que l'année dernière, une de mes copines aussi, elle s'est fait agresser pour qu'on vole ses affaires. C'est des garçons. C'est surtout les garçons d'en haut, du coup, faites attention. Des systèmes d'alarme sont déjà opérationnels en cas de problème. Ça, c'est un déclencheur manuel pour prévenir en cas d'incendie et aussi en cas d'agression. La direction envisage d'intensifier les rondes, d'optimiser l'éclairage sur le site incriminé et prévoit l'installation de nouvelles caméras. À chaque fois qu'on identifie un endroit un petit peu problématique, on rajoute de la lumière, on débroussaille, on demande aux vigiles de passer, on rajoute des grillages, etc. On est en réaction à chaque fois, mais bon, après c'est 19h, il y a encore des cours à ce moment-là sur le campus, donc il y a des gens qui vont et qui viennent. C'est assez difficile de maîtriser toutes les allers-retours sur le campus à cette heure-là. Les étudiants disposent d'un raccourci sur leur portable vers le numéro de téléphone de l'entreprise de surveillance et les sorties en groupe sont largement encouragées. Et nous accueillons tout de suite notre invité en direct depuis l'université Hereiti Bessan. Yorana, merci de nous accorder du temps ce soir. Vous êtes étudiante en deuxième année de licence d'histoire géo. Alors d'abord, après l'agression de la semaine dernière avec une arme blanche, on le rappelle, est-ce qu'un climat d'insécurité règne toujours sur le campus mais aussi sur le centre d'hébergement ? Oui, c'est exact. Moi, je suis une fille et la majorité des étudiants du CHE, de Central Fac et de la cité universitaire du campus, on se sent tous en insécurité. C'est vrai, il faut le dire, parce qu'on craint d'une part... il y a eu les agressions avec les chiens, donc 3 filles se sont fait mordre, et d'autre part, il y a eu cette agression avant-hier soir d'un jeune qui s'est fait poignarder par trois jeunes hommes, je dirais. Et l'année dernière aussi, il y a eu le même cas. 2 filles se sont fait agresser, donc je pense que ça date pas d'hier, c'est cette crainte des étudiants de se faire agresser à leur tour eux-mêmes. Des faits qui se répètent aujourd'hui. L'université a annoncé qu'un vigile supplémentaire fera des rondes sur 12 hectares et que des caméras de surveillance vont être installées. Pas de date encore, mais est-ce que ces moyens vous rassurent? Est-ce qu'ils sont suffisants pour vous? Pour vous dire la vérité, je pense pas. Je pense que la majorité des étudiants sont d'accord avec moi. Ce n'est pas avec un gardien en plus, un vigile en plus, que cela va empêcher des personnes de venir agresser des jeunes filles, violer des jeunes filles ou bien poignarder encore d'autres garçons. Et je pense que la caméra de surveillance, elle va servir un petit peu, mais en soi, ça va pas empêcher des personnes d'agresser d'autres personnes. Et qu'est-ce que vous souhaitez? De leur faire du mal pour autant, quoi. Moi, je souhaiterais que... on peut pas... Il n'y a pas de moyen le plus possible. Il n'y a pas de moyen parfait, mais... peut-être d'augmenter la sécurité ou de clôturer les campus et évidemment, en plus de ça, de mettre des lumières un peu plus partout parce que le soir, pour les personnes comme moi qui finissent à 18h, on craint encore plus parce qu'il fait très nuit, on ne voit rien, il n'y a pas de lampadaire et pour les personnes qui habitent à Central Fac, c'est encore plus dangereux parce qu'ils ont toute la route à traverser, les grands escaliers à passer, le grand parking du collège, de l'école primaire. Donc, je pense qu'il faudrait beaucoup de choses à dupliquer, ou multiplier. Oui, c'est ça. Il y a multiplier les vigiles. Merci beaucoup, Hereiti Bessan, pour votre témoignage en direct depuis l'université. L'installation de la fibre optique à Tupouei empêche le service d'état civil de fonctionner à quelques semaines des épreuves du DNB ou des vacances scolaires. Cette panne technique inquiète. Le reportage de Roheyar Ihareva sur un commentaire de Stéphane Ratino. L'ancien appareil pour prendre des photos. Et cet appareil-là, c'est pour prendre les empreintes, le lecteur de carte. Ces appareils en panne depuis 2 mois, c'est un peu du cauchemar pour tous les habitants de Tupouei. Pas de passeport, pas de carte d'identité et la vie quotidienne s'en trouve contrariée. Des démarches administratives reportées, des voyages incertains dans l'île, les récits des citoyens ne manquent pas.
Je devais partir en Nouvelle-Zélande la dernière fois. Moi, je n'ai pas pu partir parce que mon passeport, soi-disant, n'est pas valable, parce qu'il sera périmé le 23 juin. Et là, je dois partir au mois d'octobre et j'attends toujours pour savoir si je peux partir. Le passeport arrive ici à Toboy au bout d'un mois. Je vais à la mairie pour le faire valider. La machine est en panne. Et on arrive bientôt, ça doit faire un mois et demi qu'elle est en panne. On arrive bientôt à l'échéance donc des 3 mois. Ça fait que mon passeport va de nouveau être ajouté. Et à la mairie, cette situation est aussi source de stress, parce que les citoyens sont en demande et les dossiers s'accumulent. 2 mois, cela commence à faire long, très long, surtout quand le délai du retour à la normale est encore inconnu. Pour l'instant, les titres qui n'ont pas encore été validés, il y a 14 passeports et 4 identités. Et les parents d'élèves s'interrogent. Le passage des examens nécessite la présentation d'un document d'identité. C'est vrai, le brevet des collèges, c'est dans 9 mois, mais les parents aimeraient une solution alternative avec en tête l'hypothèse d'une panne continue. Je pense qu'on pourrait peut-être leur faire une attestation où ils ont le droit d'être en salle pour passer leur examen, comme tout le monde, quoi. Parce que ça serait... faut pas les négliger, quoi. Faut quand même les accepter. On nous a demandé, en tant que centre d'examen, de pouvoir accepter des pièces d'identité qui étaient arrivées à expiration, en fait, qui étaient périmées, mais dont la validité, on pouvait accepter des pièces d'identité valables même 2 ans après leur date de péremption. Dans l'île, chacun espère une solution rapide à ces problèmes techniques et de certification d'identité afin de pouvoir rapidement prendre son envol. Mieux promouvoir les métiers du secteur primaire et de l'artisanat traditionnel, des métiers dénigrés depuis trop longtemps, selon le gouvernement. Alors il organise un forum. Une 40aine de professionnels devra rendre ces professions plus attractives aux scolaires à partir de la 4e, mais les adultes aussi pourront trouver informations et conseils. On écoute la vice-présidente au micro de Tita Wadoum. Pendant des décennies, on a toujours... il y a toujours eu ce mépris des métiers de la terre et de la mer, mais les réalités du monde, entre autres la pandémie, à la Covid, tous ces événements extérieurs qui ont tellement impacté nos vies sont venus nous rappeler qu'il fallait aussi avant tout pouvoir manger. Et qui de mieux que les agriculteurs et les pêcheurs pour nous fournir ce qu'il faut pour s'alimenter de manière tout à fait équilibrée. Le forum se tiendra le 19 octobre à l'Assemblée de la Polynésie. Enfin, elle a du courage, de la ténacité et le goût de l'aventure. Elle, c'est Alexandra Caldas, atteinte de mucoviscidose et greffée des poumons. Après avoir réalisé une traversée à la nage entre Tahiti et Moorea, puis relié Ta'a à Bora Bora en aviron, elle réalise un trail mêlant vélo, rame et marche, soit un parcours total de 75 km. Les détails avec Rowan Potoro et Nicolas Suir. C'est sur le plan d'eau de Punavia aux côtés de son ami Mathieu Forge que tout a commencé pour Alexandra il y a 6 ans. Une histoire d'amitié avant tout et aussi de défis. En 2017 et en 2019, elle a réussi le pari de faire 2 traversées, l'une entre Tahiti et Moorea et l'autre entre Ta'a et Bora Bora. Cette année, elle augmente la difficulté avec un raid de 78 km au total qui cumule du vélo, de la rame et de la marche à pied. Ça va être un challenge, hein. C'est comme le raid en entier. Et c'est 20 km, quoi. Ça va être des paramètres à prendre en compte. J'espère qu'il ne va pas faire trop humide. Je préfère qu'il fasse plutôt soleil dans le sens où c'est plus facile à gérer parce qu'il fait sec. En tant que patient mucoviscidose, c'est difficile de gérer l'humidité pour les poumons, en fait, c'est compliqué. Donc c'est pas tant la chaleur, c'est vraiment ça, l'humidité, ouais. Et pour accompagner Alexandra dans ce 3e défi de taille, c'est déjà 250 accompagnants qui seront au rendez-vous. Pour Mathieu, l'organisateur de l'événement, le message est clair. Il s'agit de communiquer de l'énergie, de l'espoir et le dépassement de soi à tous les patients atteints de maladies graves. Elle va aller pas au bout d'elle-même. Hein. L'idée, c'est pas de se faire mal. L'idée, c'est de réaliser des choses au-delà de ses limites, mais pas de faire n'importe quoi. C'est d'être toujours dans le respect, dans
dans le contrôle, mais de pouvoir se dire c'est difficile, oui, mais je vais m'en sortir et avec l'énergie de tout le monde, on peut déplacer des montagnes. En attendant, le raid solidaire de samedi, une soirée caritative sera organisée ce jeudi pour récolter des fonds afin d'aider les associations qui militent pour le don d'organes. Selon les derniers chiffres, en Polynésie française, 153 personnes sont toujours dans l'attente d'une greffe de rein. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Voici l'une des informations principales. À New York, 41 personnes s'apprêtent à pétitionner devant la 4e commission de l'ONU. Une réunion aux saveurs particulières puisque la France y participera pour la première fois depuis la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Et c'est également cette information politique qui sera à la une de votre quotidien Tahiti Info demain, décolonisation, un tournant à l'ONU. Demain, la lutte contre le cancer, ce sera le thème de votre émission L'Invité Café avec Natacha Helm, la présidente de la Ligue polynésienne contre le cancer. Plusieurs manifestations sont organisées ce mois-ci dans le cadre d'Octobre Rose. Et dans vos écrans ce soir, de nouveaux épisodes des séries américaines, Le Désigné survivant et Scandale. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the moon, 'cause all is still be love, and all I care about. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.